Un féroce minotaure rugit et charge vers l'avant, détruisant tout sur son passage avec une force irrésistible. Restant ferme, une jeune femme déterminée se présente comme Shimomura Haruka, une exploratrice de rang en 3e année à l'académie de formation, et prévient que cette créature terrifiante est apparue dans les niveaux supérieurs du donjon. Un choc traverse la jeune femme lorsqu'elle réalise que le monstre devant elle n'est pas un ennemi ordinaire, c'est un rang A, une impossibilité terrifiante. Désespérée, elle appelle du renfort, la voix tremblante d'urgence pendant que la bête s'écrase au sol, faisant voler des débris et menaçant de la submerger. Avec une farouche détermination, elle frappe le minotaure, mais la bête rugit en signe de défi, à peine ébranlée par l'attaque. La panique se lit sur son visage lorsqu'elle réalise que ses efforts sont vains contre un ennemi aussi monstrueux. La terrifiante réalité s'impose. Cette expédition d'entraînement a tourné au cauchemar. Notre héroïne, une exploratrice en formation, fait face à un tournant de situation choquant lorsqu'un minotaure de rang A apparaît soudainement pendant ce qui devait être une session d'entraînement de routine. Submergée et désespérée, la terrifiante réalité s'installe, cela pourrait être la fin. Jetée au sol mais refusant de céder, elle s'arme d'une féroce résolution. Les souvenirs de sa mère, perdus dans les abysses du donjon, alimentent sa détermination. Serrant son épée, elle jure de survivre à ce cauchemar et de revenir vivante peu importe le prix. Au plus profond de la caverne, une silhouette solitaire perçoit quelque chose d'inhabituel, un parfum léger et séduisant flottant dans l'air. Cet arôme mystérieux provoque une réaction, laissant présager quelque chose à la fois d'attrayant et de potentiellement dangereux qui rôde plus loin. Les tunnels sombres et sinueux semblent receler des secrets qui n'attendent qu'à être découverts. Projetée violemment contre la paroi du donjon, elle lutte pour rester consciente alors que le minotaure se rapproche. Grinçant des dents, elle appelle désespérément du renfort. Ses forces déclinant rapidement, l'ennemi monstrueux charge, fracassant le sol sous leurs pieds. Adossée au mur et submergée, elle fait face à la charge furieuse du minotaure, le cœur battant à la pensée terrifiante que cela pourrait être la fin. Juste au moment où le pied massif de la bête s'écrase au sol, une nouvelle présence se manifeste, faisant trembler la terre sous eux. Une silhouette sombre émerge des ténèbres, sa cape en lambeaux traînant derrière elle alors qu'elle s'avance d'un pas décidé. D'une voix calme mais menaçante, elle déclare « Je t'ai trouvé », signalant un changement soudain dans le cours de la bataille. La silhouette sombre se déplace avec une précision rapide et mortelle, sa cape tourbillonnant alors qu'elle frappe avec une intention féroce. Avec un calme glacial, elle nargue le minotaure en le comparant à un délicieux steak de bœuf, signalant sa soif de combat. Le cours de la bataille change alors que ce nouveau challenger affronte de front le monstre. D'un coup rapide et dévastateur, la silhouette sombre transperce le flanc du minotaure, faisant reculer la bête en chancelant. La force de l'attaque fend l'air autour d'eux, laissant une traînée de destruction dans son sillage. Le cours de la bataille a clairement tourné. Avec un élan féroce, la silhouette sombre assène une puissante entaille, envoyant le minotaure voler en arrière. Sa cape s'agite de manière dramatique alors qu'elle nargue son ennemi, savourant le goût du combat comme un délicieux steak de bœuf. La force écrasante du coup résonne dans la salle, signalant la retraite du monstre. La silhouette sombre récupère calmement le gros morceau de viande, faisant remarquer qu'il devrait lui durer une semaine. Soudain, un homme sauvage au regard sinistre apparaît de derrière le rocher, attiré par l'odeur de la viande, surprenant le guerrier en armure par sa présence menaçante. L'homme sauvage est stupéfait lorsque la jeune femme supplie désespérément de rester calme, insistant sur le fait qu'elle est humaine et non un monstre. Confus et méfiant, il se demande comment elle peut parler la langue humaine, puis réalise soudain que c'est une femme, ce qui le choque encore plus. La réaction effrayée de la jeune fille contraste avec sa curiosité perplexe, accentuant la tension entre eux. L'homme sauvage, submergé par l'incrédulité, se demande s'il est vraiment revenu près de la surface et si cet endroit est le monde des humains. Désespéré de confirmer la réalité, il demande maladroitement à toucher la jeune femme, qui recule sous le choc. Elle s'excuse rapidement, expliquant que cela fait longtemps qu'elle n'a parlé à personne, et lui rappelle gentiment qu'il est inapproprié de toucher le corps d'une femme. La jeune femme explique fermement que seuls les explorateurs certifiés par le gouvernement sont autorisés à chasser des monstres dans le donjon, l'avertissant que se trouver ici sans autorisation est interdit. L'homme sauvage, confus par le concept d'explorateur, avoue avoir perdu la notion du temps après être resté si longtemps dans le donjon et demande en quelle année ils sont. Lorsqu'elle lui répond qu'on est en mai 2025, son expression choquée révèle le vaste fossé temporel dont il n'avait pas conscience. L'homme sauvage a du mal à saisir la vérité stupéfiante selon laquelle il a erré dans le donjon pendant 20 ans, réalisant qu'il a maintenant la trentaine et qu'il a raté les grandes étapes de la vie. Son choc s'approfondit alors qu'il contemple ce temps perdu,
incapable de croire à l'incroyable durée qu'il a endurée. Pendant ce temps, la scène se déplace au siège du soutien aux explorateurs du district de Tokyo, où d'autres personnes surveillent l'évolution de la situation. L'équipe du siège du soutien aux explorateurs réagit avec incrédulité à la nouvelle de la présence d'un homme non autorisé dans le donjon, se préparant de toute urgence à envoyer une équipe de secours. L'inquiétude grandit alors qu'ils discutent de l'identité de la personne non identifiée et du danger potentiel, en particulier compte tenu de la jeune fille impliquée. Au milieu de la tension, Itsuki Sensei arrive, son attitude sérieuse soulignant la gravité de la situation. L'équipe du siège du soutien aux explorateurs est aux prises avec la nouvelle choquante concernant un homme non identifié qui a sauvé Haruka et prétend être resté piégé dans le donjon pendant 20 ans. Le doute et l'urgence remplissent la pièce alors qu'il se précipite pour vérifier son comportement étrange. Déterminé, Itsuki Sensei ordonne une action immédiate et déclare qu'elle va se rendre elle-même sur les lieux. La jeune fille remercie l'homme de l'avoir sauvé, puis lui demande s'il s'est perdu, ce à quoi il explique qu'il a été poursuivi par un minotaure. Elle fait une remarque sur son odeur, laissant entendre qu'il ne s'est pas lavé depuis longtemps, et doute de l'existence de bains dans le donjon. Malgré son scepticisme, elle lui demande s'il est vrai qu'il est resté coincé là pendant 20 ans, ayant du mal à le croire tout en confirmant l'année actuelle. Les deux se tiennent devant une arche ancienne et délabrée au bord d'un lac souterrain serein, dont les eaux calmes reflètent les parois rocheuses de la caverne. Surprise par cette vue inattendue, la jeune fille lui demande s'il a du savon ou de quoi se laver. L'homme avoue qu'il a du gel douche, mais la jeune fille insiste sur le fait qu'elle va se laver elle-même puisqu'une dame lui a dit qu'il empestait, bien qu'il proteste en disant qu'elle n'avait pas besoin d'aller jusque-là. S'avançant dans l'eau froide du lac souterrain, il repense avec amertume à sa jeunesse perdue, déplorant la façon dont le temps l'a vieilli alors qu'il se sent encore jeune à l'intérieur. La frustration grandit alors qu'il commence à couper ses longs cheveux, un geste simple pour reprendre un peu de contrôle sur lui-même. Arrivé à destination en 2005, la femme reconnaît tranquillement leur long voyage avec une calme résolution. Pendant ce temps, un groupe de guerriers en armure se tient devant un portail magique tourbillonnant, sachant que c'est leur dernière chance de vaincre le roi démon et de sauver l'humanité de l'extinction. Le poids de leur mission se fait lourdement sentir alors qu'ils se préparent pour la bataille à venir. Le groupe fait face à une sombre réalité. Entrer dans les abysses du labyrinthe signifie ne jamais revenir. Lorsqu'on demande qui va y entrer, un mage déterminé s'avance, déclarant que seuls les mages peuvent égaler la puissance du roi démon. Malgré les avertissements et les supplications, le mage insiste pour affronter le danger seul, confiant et résolu. Avec un sourire confiant, le mage rassure tout le monde, promettant « Je reviendrai définitivement vivant », sa détermination brille, véritable lueur d'espoir au milieu des ténèbres menaçantes. 2 décennies se sont écoulées depuis ce jour fatidique, et le monde a pleuré cette perte, pensant que le mage n'était jamais revenu. Pourtant, sous la surface, une vérité silencieuse persiste, attendant d'être révélée. 2 décennies ont passé depuis que le mage s'est aventuré dans les abysses, et le monde a pleuré sa perte, convaincu qu'il était parti pour toujours. Pourtant, sa promesse confiante de revenir vivant résonne encore, laissant présager une vérité cachée qui attend de faire surface. Au plus profond de la grotte, une femme essaie de communiquer mais constate qu'il n'y a pas de signal, la frustration étant visible dans sa voix. Soudain, une silhouette trempée apparaît, s'excusant pour l'attente et mentionnant nonchalamment à quel point il est rafraîchissant de s'être lavé après tant de temps. Cette présence perdue depuis longtemps commence à se révéler, suscitant espoir et curiosité. La silhouette trempée, désormais révélée comme un homme fort et confiant, les exhorte à trouver rapidement le chemin du retour. Son calme contraste avec la surprise intense et la détermination dans les yeux de la femme alors qu'elle se tient prête à le suivre. Le moment vibre d'un espoir et d'une urgence renouvelée. Submergée par l'admiration, la femme ne peut contenir son enthousiasme, répétant à quel point il est trop classe. L'homme, pris de court par ces éloges enthousiastes, la regarde avec un mélange de surprise et d'embarras. Leurs réactions contrastées mettent en évidence le passage soudain de l'attention à l'admiration lors de ces retrouvailles inattendues. La femme s'effondre soudainement, provoquant la panique de l'homme qui vérifie rapidement si elle va bien. Son inquiétude grandit alors qu'il se demande si elle s'est évanouie, s'efforçant de rester concentré malgré le choc. La scène capture l'équilibre fragile entre le soulagement et les nouvelles inquiétudes dans ce moment de tension. Le visage rouge de l'homme révèle un mélange d'embarras et de désir alors qu'il confesse maladroitement ses pulsions contradictoires. Son expression aux yeux écarquillés contraste fortement avec l'intensité de ses paroles, tandis que le gros plan sur la poitrine de la femme accentue la gêne du moment. La tension entre son aveu audacieux et la situation offre un aperçu inconfortable mais révélateur de ses sentiments. Tiraillé et submergé par le désir,
l'esprit du protagoniste est envahi par des pensées intrusives de vouloir la tripoter, malgré son tourment intérieur et ses rationalisations désespérées, il lutte pour garder son sang-froid, se rappelant qu'il est un gentleman. La tension entre ses pulsions et sa conscience est palpable alors qu'il hésite, pris dans un moment d'intense vulnérabilité. La scène éclate en chaos lorsqu'une bête colossale à 3 têtes s'élance vers l'avant, ses mâchoires grandes ouvertes et ses yeux brillants de menace. Nos héros se lancent dans l'action, leurs armes et leurs pouvoirs s'entrechoquant contre la menace monstrueuse au milieu des débris volants et des pierres fracassées. L'intensité de la bataille augmente alors qu'ils se battent désespérément pour tenir leur position face à cette force écrasante. L'épéiste maudit leur chance, réalisant qu'elles sont venues en renfort pour finalement faire face à un nouveau monstre de rang A. Une autre guerrière appelle à l'unité, insistant sur le fait que combiner leurs forces est la clé de la victoire. Avec un plan clair, elle attribue les rôles, l'épéiste à l'avant-garde, tandis que l'arrière-garde fournit un soutien magique. La frustration éclate alors que l'épéiste maudit leur destin, réalisant qu'elles sont arrivées pour faire face à un nouveau monstre de rang A. Malgré les circonstances, une guerrière rassemble le groupe, les incitant à combiner leurs forces pour avoir une chance de l'emporter. Avec résolution, elle expose leur stratégie, l'épéiste mène la charge tandis que les autres fournissent un soutien magique depuis l'arrière. Les guerriers se jettent sur la monstrueuse bête à 3 têtes, cherchant à exploiter sa faiblesse les têtes. Malgré le défi de taille que représente le ciblage de l'une des 3 têtes, le groupe va de l'avant avec détermination. Pendant ce temps, une silhouette calme observe, notant l'arrivée d'autres humains avec une pointe d'intrigue. Le groupe se rend rapidement compte que la bête monstrueuse est étonnamment rapide pour sa taille, et la tension monte alors qu'ils se préviennent mutuellement que l'une de ses têtes est venimeuse. Alors que l'épéiste esquive de justesse un coup puissant, une mage lance un sort, Circle Flare, se préparant à déployer un soutien magique. Le danger s'intensifie alors que la force écrasante de la bête menace d'écraser leur ligne de front. La monstrueuse bête à 3 têtes déchaîne une attaque électrique dévastatrice, forçant les guerriers à sauter en arrière de désespoir. Réalisant que leurs coups ne font aucune égratignure, le groupe s'exhorte d'urgence à battre en retraite avant qu'il ne soit trop lave. La puissance écrasante de la créature les oblige à se ruer vers la sécurité. Juste au moment que la bête s'apprête à frapper, un épéiste solitaire entre en action avec une féroce résolution. Les spectateurs sont stupéfaits, leur surprise est évidente alors qu'il déclare avec assurance son intention de transformer le monstre en repas. Son expression calme et déterminée laisse présager une puissante contre-attaque sur le point de se produire. Avec un cri de guerre féroce, l'épéiste se lance sur la bête à 3 têtes, délivrant un coup puissant qui crépite d'énergie. Sa confiance est inébranlable alors qu'il déclare qu'il s'agit de son menu spécial Cerbère, signalant qu'une contre-attaque dévastatrice est en cours. Le choc envoie des ondes de choc à travers le champ de bataille, inversant le cours du combat. Alors que la poussière retombe, 2 silhouettes s'approchent du champ de bataille d'un pas déterminé, leur présence étant calme au milieu du chaos. Les yeux de la femme s'écarquillent de choc à la vue des restes fracassés du monstrueux Cerbère. Pendant ce temps, le sourire en coin plein d'assurance de l'épéiste révèle sa satisfaction, de l'électricité crépitant autour de lui alors qu'il se prépare pour le coup suivant. Les 2 nouveaux venus avancent avec assurance sur le champ de bataille dévasté, leur présence calme contrastant avec le chaos. Les yeux de la femme s'écarquillent de choc face à la destruction du monstrueux Cerbère. Pendant ce temps, le coup féroce de l'épéiste crépite d'énergie, signalant la puissance dévastatrice derrière son attaque, menu spécial Cerbère. Des blocs de roches massifs explosent dans les airs, le champ de bataille tremblant sous la force de l'impact. Les 2 nouveaux venus restent fermes, observant la dévastation se dérouler devant eux. Pendant ce temps, un échange tendu révèle la résolution de l'épéiste à laisser le Cerbère en ruine derrière lui s'il peut retourner à la surface. Le choc et l'incrédulité traversent ses retrouvailles alors que la femme réalise que son frère est bel et bien vivant. Le jeune homme, submergé, l'appelle avec un mélange de surprise et de joie. Leur étreinte émotionnelle s'élance ce moment. À proximité, 2 spectateurs échangent un regard méfiant, sentant la tension sous ces retrouvailles chaleureuses. L'épéiste est stupéfait de réaliser qu'il n'a pas vieilli à l'intérieur du donjon, confirmant la théorie qu'il avait entendue. Alors qu'ils discutent, la femme explique que le Japon est relativement paisible à présent, grâce à sa victoire contre le roi démon. Pendant ce temps, une jeune fille blonde remercie la femme d'avoir sauvé Haruka, qui reste inconsciente mais stable. Alors que le groupe exprime sa gratitude pour avoir vaincu le monstre, l'épéiste répond maladroitement aux questions sur son nom. Soudain, une révélation glaçante fait surface. Le roi démon, avant de mourir, a libéré un virus mortel qui ne cible que les hommes. Cette nouvelle troublante jette une ombre sur les retrouvailles, laissant tout le monde mal à l'aise.
L'impact dévastateur du virus devient clair, le ratio mondial homme-femme s'est effondré pour atteindre un niveau stupéfiant de 1 pour 1000, cette sinistre statistique jette une ombre prolongée sur l'avenir du monde, soulignant l'ampleur de la crise causée par le dernier acte du roi démon. La femme annonce une sinistre vérité d'un regard soutenu, le virus a presque anéanti tous les hommes, à l'extérieur, le paysage urbain se dresse silencieux, témoignage muet de cette réalité dévastatrice. La femme révèle solennellement la réalité stupéfiante, le ratio mondial homme-femme a chuté à 1 pour 1000, en d'autres termes, il ne reste presque plus d'hommes, ce qui souligne l'impact dévastateur du virus libéré par le roi démon. La choquante réalité s'impose, presque tous les êtres humains restants sur Terre sont des femmes, entourés d'un groupe de femmes, l'homme solitaire se détache comme un rare survivant dans ce monde radicalement changé. Le protagoniste est confronté à la terrible prise de conscience qu'il est resté coincé dans le donjon pendant 20 ans, réalisant soudainement qu'il a maintenant la trentaine et qu'il se sent comme un vieil homme, il regrette de n'avoir jamais connu l'amour ni même un premier baiser, tandis que d'autres, au siège du soutien aux explorateurs du district de Tokyo, regardent son histoire se dérouler sur un grand écran. Des rumeurs circulent au siège du soutien aux explorateurs du district de Tokyo concernant une personne non autorisée repérée à l'intérieur du donjon, bien que les images soient trop floues pour le confirmer, l'escouade de secours se mobilise rapidement, se préparant à identifier et à aider l'individu inconnu. Au milieu de la tension, une voix inquiète s'interroge sur la tutelle de la jeune fille, avant d'être vivement réprimandée par le professeur Ishihime, qui s'avance d'un air sérieux. L'équipe du siège du soutien aux explorateurs du district de Tokyo a du mal à croire à l'incroyable, un homme est resté piégé à l'intérieur du donjon pendant 20 ans, malgré leurs doutes, ils confirment qu'Haruka est saine et sauve, ayant été sauvée par cet homme mystérieux. Face à l'urgence, les préparatifs pour un véhicule de secours commencent, et une femme déterminée déclare qu'elle va se rendre elle-même au donjon. La jeune fille remercie l'homme de l'avoir sauvée et lui demande s'il s'est perdu en échappant à un minotaure, ce à quoi il avoue avoir perdu ses repères. Elle fait une remarque sur son odeur, laissant entendre qu'il ne s'est pas lavé depuis longtemps, mais il minimise la chose en disant qu'ils sont presque de retour à la surface. Tout en marchant, elle a du mal à croire qu'il est resté coincé ici pendant 20 ans, mais la date la pousse à reconsidérer cette incroyable vérité. Lorsqu'ils atteignent un lac souterrain caché, la jeune fille est surprise qu'un tel endroit existe ici, remarquant son odeur, elle lui demande s'il a du savon, ce qui pousse l'homme à avouer qu'il a du gel douche mais qu'il hésite. Prenant ses paroles à cœur, il décide qu'il doit se nettoyer, même s'il elle lui dit que ce n'est pas nécessaire. Debout dans l'eau froide du lac souterrain, l'homme fait face à la dure réalité de son âge, déplorant la perte de sa jeunesse après 20 ans passés là-dessous, bien que son corps montre l'usure du temps, il se sent toujours comme s'il avait 18 ans à l'intérieur, ce qui rend cette transformation insupportable. Avec une expression résignée, il se prépare à couper ses longs cheveux, symbolisant une étape pour se réapproprier son identité. La scène se déplace en l'an 2005, où le poids d'une mission finale se fait lourdement sentir, le héros se tient résolu devant un portail tourbillonnant, sachant que s'ils ne parviennent pas à vaincre le roi démon maintenant, cela signifierait la fin de l'humanité elle-même. La gravité de cette dernière chance est palpable alors que le destin du monde repose sur leurs épaules. Alors que le groupe fait face à l'abîme sinistre, une question tendue surgit pour savoir qui va entrer. La mage s'avance, déterminée à affronter le roi démon malgré le risque mortel. Bien qu'on l'avertisse de ne pas se sacrifier, elle les rassure avec une calme résolution, prête à affronter l'impossible seule. Avec un sourire confiant, il se retourne pour promettre « Je jure que je reviendrai vivant », sa détermination brillant malgré le danger imminent qui l'attend. 2 décennies se sont écoulées, et le monde a accepté une douloureuse vérité, il est parti, le faible espoir s'estompe alors que tout le monde pleure le héros qu'il croyait perdu à jamais. La femme essaie d'établir le contact mais constate qu'il n'y a pas de signal dans la caverne. Soudain, une silhouette trempée apparaît, s'excusant pour le retard, il sourit, soulagé d'avoir enfin nettoyé la saleté après tant de temps, se sentant rajeuni. Rafraîchi et déterminé, il retire sa cape trempée et déclare qu'il est temps de trouver rapidement le chemin du retour. Les yeux de la femme s'écarquillent sous le choc, prise de court par sa soudaine apparition, elle se tient fermement au milieu de la caverne qui s'effondre, prête à affronter ce qui va suivre. Submergée par sa métamorphose frappante, elle s'extasie d'incrédulité devant son incroyable beauté, son admiration est si intense qu'elle en a le souffle coupé, tandis qu'il essaie maladroitement d'attirer son attention au milieu de cette avalanche de compliments. Le contraste entre l'émerveillement de la jeune femme et sa confusion timide apporte un moment de légèreté à leur retrouvaille. Soudain, la femme s'effondre, laissant l'homme choqué et paniqué,
Il se précipite rapidement à ses côtés, inquiet et désespéré, lui demandant si elle va bien et l'exhortant à se réveiller, ses yeux s'écarquillent de peur, réalisant qu'elle s'est peut-être évanouie. Les lèvres de la femme s'entr'ouvrent légèrement, murmurant un désir vulnérable, les yeux de l'homme s'écarquillent de choc et de confusion alors qu'il assimile sa demande inattendue d'un baiser sur la poitrine, son regard se fiche sur sa poitrine, tremblant d'un mélange de surprise et d'hésitation. En conflit avec son désir intense de lui toucher la poitrine, l'homme lutte avec sa conscience, se rappelant qu'il est censé agir en gentleman, son tourment intérieur grandit alors qu'il remet en question ses propres pensées, tiraillé entre la retenue et la tentation, malgré son hésitation, l'envie de répondre à sa fragile demande reste très forte dans son esprit. Le sol se fracasse violemment lorsqu'une bête colossale à 3 têtes s'élance vers l'avant, ses mâchoires monstrueuses grandes ouvertes, les combattants passent à l'action, se jetant sur la créature terrifiante de tous les côtés, prêts à affronter cette menace écrasante, le chaos de la bataille éclate autour d'eux, des débris volant partout alors qu'ils font face à la bête. Réalisant que leur mission est devenue encore plus dangereuse avec l'arrivée d'une autre menace de rang A, le groupe s'arme de courage pour un combat acharné, malgré les circonstances, l'un d'eux rassemble les épéistes de la ligne de front pour charger tout en ordonnant à l'arrière-garde de fournir un soutien magique. La tension monte alors qu'ils se préparent à affronter cet ennemi redoutable. Alors que la bête à 3 têtes les domine de toute sa hauteur, le leader ordonne au groupe de concentrer leurs attaques sur ces têtes vulnérables, malgré le défi de devoir gérer plusieurs cibles, les guerriers passent à l'action, déterminés à frapper juste. Pendant ce temps, le protagoniste observe le nombre croissant d'alliés rejoindre la mêlée, un mélange d'anticipation et de résolution sur son visage. Le groupe se rend rapidement compte que les têtes de la bête crachent du poison, ajoutant un danger mortel au combat. Malgré sa taille massive, la créature se déplace avec une vitesse surprenante, les prenant au dépourvu, alors que le danger s'intensifie, une mage passe à l'action, lançant un puissant sort de « circle-flare » pour inverser la tendance. La bête à 3 têtes déchaîne un barrage d'attaques dévastatrices, submergeant les combattants dont les frappes s'avèrent inefficaces. La panique se propage et un guerrier appelle d'urgence à la retraite, réalisant à quel point leur adversaire est invincible. Le groupe se bouscule pour esquiver l'assaut, essayant désespérément de se regrouper. D'un bond féroce, le protagoniste cible les têtes de la bête, prenant tout le monde de court. Les spectateurs regardent en silence, stupéfaits, alors qu'il déclare avec assurance son intention de lui régler son compte de la bonne manière, un sourire déterminé sur le visage signalant un tournant dans la bataille. S'élançant avec une farouche détermination, le protagoniste frappe la bête à 3 têtes avec une puissante attaque enflammée qu'il nomme « Cerberus de luxe platé ». L'impact provoque une explosion éblouissante, secouant le champ de bataille et signalant une contre-attaque audacieuse. 2 silhouettes marchent avec assurance à travers les décombres, leur présence apportant un calme au milieu du chaos. La monstrueuse bête à 3 têtes plane de manière menaçante, son aura féroce rayonnant de puissance. Un gros plan révèle le regard intense et concentré d'une femme, tandis qu'un sourire en coin laisse deviner un plan secret en train de se dérouler. Alors que les décombres s'effondrent violemment autour d'eux, les 2 silhouettes restent de marbre, observant le chaos avec un calme inébranlable. La voix du protagoniste brise la tension, reconnaissant l'ampleur massive de l'attaque avec une pointe d'admiration réticente. Quelqu'un l'appelle soudain par son nom, déplaçant l'attention et laissant présager un lien plus profond ou un développement inattendu. Le choc du protagoniste se transforme en incrédulité lorsqu'il reconnaît un visage familier, sa sœur perdue de vue depuis longtemps, Ishim. Leurs retrouvailles pleines d'émotions sont empreintes de surprise et de joie, bien que ce moment soit rapidement interrompu par une question provocante de 2 spectateurs, laissant entendre que la tension est loin d'être apaisée. Le protagoniste réfléchit à l'étrange vérité selon laquelle les gens ne vieillissent pas à l'intérieur des donjons. Malgré les 20 années qui se sont écoulées, le groupe discute de la situation actuelle au Japon, révélant que la paix est revenue grâce à la victoire du protagoniste sur le roi démon. Pendant ce temps, des inquiétudes sont exprimées pour Haruka, qui reste inconsciente mais stable, et des remerciements sont adressés pour son sauvetage, soulevant une question sur le lien de la sœur avec elle. Le groupe s'approche du protagoniste avec gratitude et curiosité, lui demandant son nom après l'avoir remercié d'avoir vaincu le monstre. Pendant ce temps, les femmes réagissent avec surprise et admiration face à son apparence de jeune homme, tandis qu'un homme commente nerveusement cette situation singulière. Le protagoniste révèle solennellement que le roi démon a libéré un virus mortel avant de mourir, un fléau qui n'a touché que les hommes. Les conséquences du virus du roi démon ont laissé le monde profondément déséquilibré, les hommes étant désormais surpassés en nombre par les femmes dans une proportion stupéfiante de 1 pour 1000,
cette dure réalité plane sur le paysage urbain paisible, laissant présager les profonds changements sociétaux à venir. Une femme confirme solennellement la vérité dévastatrice, il ne reste presque plus aucun homme dans ce monde, à l'extérieur, le paysage urbain se dresse silencieux, rappel brutal du déséquilibre drastique qui façonne leur réalité. Un sourire crispé se dessine sur le visage du protagoniste lorsqu'il réalise la sinistre réalité, presque toutes les personnes restantes dans le monde sont des femmes, entourées d'un groupe de femmes qui le regardent avec un mélange d'espoir et d'admiration, le poids de cette vérité s'installe lourdement dans l'atmosphère. La fille se confronte à Ryuto, le réprimandant pour son imprudence et le traitant d'idiot, malgré ses paroles dures, il est clair qu'elle tient profondément à lui rappelant qu'il n'aurait pas survécu sans elle. Ryuto, imperturbable, admet qu'il compte sur elle pour collecter des potions, montrant leur dynamique proche et taquine. Ryuto admet qu'il veut qu'elle reste à ses côtés et le protège, même en dehors du donjon, révélant une rare vulnérabilité. Rinka rougit, reconnaissant silencieusement l'importance qu'elle a pour lui, bien qu'il nie être son tuteur, il confesse se sentir en sécurité et réconforté par sa simple présence. Rinka le surprend en train de la regarder et l'accuse de reluquer sa poitrine, ce à quoi il répond nerveusement en insistant sur le fait qu'il admirait plutôt son cœur, puis, avec un sourire effronté, il lâche une demande audacieuse qui la fait crier d'exaspération. La scène bascule ensuite sur le paysage urbain désolé et en ruine alors qu'ils marchent côte à côte à travers les décombres. Les deux marchent à travers un paysage urbain dévasté, entouré de bâtiments effondrés et de débris éparpillés. La destruction est accablante, un rappel brutal du chaos qui s'est déroulé ici. L'un d'eux note calmement que même cet endroit n'a pas été épargné par la ruine. À l'aube du XXIe siècle, le monde a plongé dans le chaos et la destruction. Les ruines de Tokyo en 2005 se dressent comme un témoignage sinistre de l'effondrement, avec des structures squelettiques et des bâtiments brisés marquant la dévastation. Tous deux continuent leur marche sombre à travers les rues brisées de Tokyo, entourés des vestiges d'une ville autrefois prospère aujourd'hui réduite en miettes. Au milieu de la dévastation, une prise de conscience silencieuse s'installe. Aucun endroit n'est resté intouché par l'effondrement qui a brisé le monde à l'aube du XXIe siècle. Soudain, la terre s'est fissurée, révélant des donjons souterrains qui sont apparus à travers le globe. De ces profondeurs obscures, d'innombrables monstres ont surgi en masse, semant le chaos sur la civilisation de surface. L'humanité se tient désormais au bord de l'extinction, luttant pour survivre face à cette nouvelle et terrifiante menace. L'humanité a riposté contre les monstres, mais la mystérieuse énergie magique qui se déversait des donjons a neutralisé toutes les armes modernes, même les armes nucléaires. Les missiles et les armes à feu sont devenus inefficaces, laissant l'humanité impuissante à combattre la menace implacable venant d'en bas. Juste au moment où l'espoir semblait perdu, un sauveur nommé Sirius est apparu d'un autre monde. Il a construit de magnifiques temples à travers le globe et a accordé les bénédictions des esprits à quelques élus. Ses pouvoirs surnaturels conférant une force surhumaine et de la magie, sont devenus la seule défense de l'humanité contre les donjons et les monstres. La contre-attaque de l'humanité est en marche alors que des guerriers chargent sans peur un ennemi monstrueux, leurs lames levées en signe de défi. Pendant ce temps, un mage déterminé se prépare à affronter le roi démon, jurant de revenir vivant de cette périlleuse mission. Avec un sourire en coin confiant, le héros fait une promesse audacieuse et effrontée à Rinka avant de se lancer dans la bataille. Bien que ses yeux brillent de larmes, les doux reproches de Rinka révèlent le lien profond et les sentiments inexprimés qui les unissent. Alors que le héros s'avance vers l'inconnu, ses camarades l'appellent avec un espoir désespéré, le suppliant de ne pas mourir. Avec une détermination sans faille, il promet de revenir, leur lien brillant comme un phare au milieu des ténèbres. Le poids de leurs attentes alimente sa volonté de survivre et de les retrouver. Avec un sourire malicieux, le héros promet hardiment à Rinka une récompense effrontée à son retour. Ses camarades hurlent des appels désespérés pour qu'il survive, leur voix pleine d'espoir et de détermination. Pendant ce temps, l'expression larmoyante mais tendre de Rinka révèle la profondeur de ses sentiments alors qu'elle le traite doucement d'idiot. Le héros se réveille dans une pièce calme et inconnue, l'esprit embrumé alors qu'il se demande si tout cela n'était qu'un rêve. Confus et désorienté, il se demande si 20 années se sont réellement écoulées et s'enquiert anxieusement de Rinka et de ses autres camarades, désespéré de savoir comment ils s'en sortent. Encore groggy et incertain, le héros demande prudemment la permission d'entrer. Un serviteur calme le salue pour son retour à la conscience, l'informant qu'un repas a été préparé, marquant le début de son incertaine convalescence. L'atmosphère change lorsqu'une femme stricte et autoritaire s'avance, rappelant à tout le monde de se concentrer sur ses tâches et de quitter la pièce immédiatement après avoir préparé le repas. Son attitude sérieuse tranche avec l'excitation précédente.
signalant que des règles strictes régissent cet endroit. Une femme posée se présente comme la troisième secrétaire d'Itsuki Sensei, Yurina Tsukikage, surprenant le protagoniste en lui révélant que sa sœur a une secrétaire. Elle explique qu'Itsuki Sensei est trop occupé pour lui rendre visite et insiste pour qu'il se repose et passe un examen de santé, tout en proposant de répondre à la moindre de ses demandes. Confus et dépassé, il a du mal à assimiler l'étrange situation qui se profile autour de lui. Le protagoniste se tient devant une table chargée d'une variété de plats fumants, les yeux grands ouverts d'incrédulité, alors qu'il commence à manger avec empressement. Il réalise qu'il s'agit de son premier vrai repas d'humain depuis 20 ans, submergé par la simple joie du poisson grillé et du riz. Le goût et la chaleur de la nourriture lui apportent un rare moment de réconfort au milieu de la confusion. Se détendant dans le confort inconnu de la pièce, le protagoniste réfléchit à la réalité bizarre de la disparition de tous les hommes, se demandant à quel point cela pourrait être vrai. Entre incrédulité et curiosité, il décide de mener sa propre enquête. Alors qu'il s'approche de la porte, une voix l'appelle, demandant à entrer. Lorsqu'on lui annonce qu'il ne peut pas sortir sur ordre de leur sensei, le protagoniste explose d'incrédulité, qualifiant cette restriction d'absurde. Sa frustration déborde alors qu'il serre le poing et se proclame fièrement comme le héros ayant vaincu le roi démon, prêt à défier l'obstacle qui se dresse devant lui. Frustré et incapable d'utiliser le pouvoir des esprits en dehors d'un donjon, il serre sa main blessée, prenant conscience de cette limitation. Enfermé à l'intérieur, son visage s'illumine soudain d'une nouvelle idée, déterminé à tourner la situation à son avantage. On frappe à la porte et Tsukikage s'annonce, tenant la serviette que Ryuto a demandée. Elle entre doucement dans la pièce, l'expression sérieuse alors qu'elle l'appelle, sentant que quelque chose ne va pas. Tsukikage s'avance prudemment dans la pièce, appelant Ryuto avec inquiétude. Elle pose délicatement la serviette, mais se fiche soudainement, surprise par une silhouette sombre visible à travers la porte vitrée. S'excusant nerveusement, elle tente de garder son sang-froid malgré cette vision inattendue. Ryuto apparaît soudainement à la porte, trempé et souriant chaleureusement en remerciant Tsukikage. Elle se fiche sous le choc, les yeux écarquillés face à cette vision inattendue. La tension monte d'un cran dans la pièce alors qu'elle reste clouée sur place, prise de court par son apparition soudaine. La narration rappelle que les hommes, qui constituaient autrefois une moitié ordinaire de la société avec leurs larges épaules et leurs torses fermes, sont devenus aussi rares et mythiques que les licornes à l'époque actuelle. La prise de conscience de la jeune femme aux yeux écarquillés est interrompue par Ryuto, qui se tient hardiment devant elle, s'excusant pour sa tenue légère avec un sourire joueur, encadré par l'image d'une majestueuse licorne ailée derrière lui. Alors qu'elle sent soudainement qu'elle perd l'équilibre, il la rattrape sans effort, l'inquiétude visible dans ses yeux alors qu'il lui demande si elle va bien. Ces paroles résonnent en boucle dans l'esprit de la jeune femme, submergée par cette proximité inattendue et l'anxiété dans sa voix. Le moment s'étire, son souffle se coupe alors qu'elle lutte pour reprendre ses esprits, tant physiquement qu'émotionnellement. Elle se reprend rapidement, insistant sur le fait qu'elle va bien malgré ses jambes qui ont fléchi un court instant. Il lui propose sincèrement son aide, son expression s'adoucissant avant de laisser place à un sourire malicieux. Submergée, elle lutte intérieurement pour réaliser qu'un homme est réellement en train de lui parler, comparant cette rencontre au fait de voir une licorne mythique. Le protagoniste se glisse discrètement hors de sa chambre, vêtu seulement d'un peignoir, alors qu'une mystérieuse femme en costume s'approche. Il descend le grand escalier, ses pas résonnant de manière de bon augure dans ce décor somptueux. La tension monte à chacun de ses pas. Le protagoniste se précipite dans la rue calme de la ville, toujours vêtu uniquement de son peignoir, son souffle visible dans l'air frais de la nuit. Il jette des regards nerveux autour de lui, la sueur perlant sur son visage alors qu'il essaie de passer inaperçu. Entouré d'inconnus, il s'enfonce plus profondément dans le labyrinthe urbain, la tension augmentant à chaque pas. Les rues de la ville grouillent de vie alors que des groupes de femmes se promènent avec assurance, discutant et riant sous le ciel du soir. Leur élégance décontractée contraste fortement avec l'état tendu et vulnérable du protagoniste. La scène urbaine vibrante semble à la fois accueillante et indifférente. Un monde qui avance sans lui. Les yeux du protagoniste s'écarquillent d'incrédulité lorsqu'il observe la rue, réalisant qu'elle est entièrement remplie de femmes. Sa nervosité se transforme en choc, incapable de croire à la réalité qui s'offre à lui. Vêtu seulement de son peignoir, il se détache nettement au milieu de ces femmes confiantes et d'une élégance décontractée. Le protagoniste reste figé au milieu d'une rue étroite de la ville, entouré de femmes qui vaquent avec assurance à leurs occupations de la soirée. Leur élégance décontractée et leurs conversations animées contrastent grandement avec sa silhouette vulnérable en peignoir. Submergé, il a du mal à croire que la rue est entièrement remplie de femmes, ce qui accentue son sentiment d'isolement.
Les femmes chuchotent entre elles, se demandant si le protagoniste est un homme ou un travesti, admirant son apparence pendant qu'il reste silencieux et mal à l'aise, sentant leur regard, il se retourne rapidement et s'enfuit en courant pour échapper à cette attention embarrassante. Pendant ce temps, une femme remarque avec assurance qu'il y a un restaurant de ramen à proximité, soulignant que c'est un endroit habituellement fréquenté uniquement par des hommes, ce qui ajoute à la curieuse coïncidence du moment. Le protagoniste observe le restaurant de ramen, se disant qu'il sera certainement bondé mais pas avec le public auquel il est habitué. Avec un sourire sauvage, il pousse la porte en déclarant que l'endroit sera plein à craquer de mecs. En entrant, le protagoniste est confronté à un spectacle inattendu, le restaurant de ramen est bondé non pas d'hommes, mais de femmes, qui se tournent toutes pour le dévisager avec surprise. Son sourire confiant s'efface légèrement lorsqu'il réalise que la clientèle n'est pas celle qu'il avait prévue. Les femmes à l'intérieur du restaurant de ramen se figent toutes, les yeux grands ouverts par le choc face au spectacle inattendu qui s'offre à elles. Le protagoniste se tient là maladroitement, complètement nu, sa façade d'assurance brisée par le silence stupéfait et les regards intenses, l'atmosphère est lourde d'incrédulité, laissant tout le monde sans voix. Le protagoniste, toujours en peignoir, panique alors qu'une foule de femmes enthousiastes se précipite vers lui, leur ferveur devenant écrasante. Confus et alarmé, il commence à réaliser que la rumeur selon laquelle tous les hommes auraient disparu pourrait bien être vraie. Les femmes s'exclament avec excitation que c'est la première fois qu'elles voient un homme, impatientes de s'approcher de lui. Alors qu'un hélicoptère approche au-dessus de sa tête, l'excitation du protagoniste monte, s'imaginant déjà qu'il va devenir incroyablement populaire. Soudain, une voiture fonce vers lui, le prenant complètement au dépourvu et le laissant les yeux grands ouverts sous le choc. La rue est soudainement inondée de phares alors que des voitures élégantes s'arrêtent dans un crissement de pneus, leurs portières s'ouvrant à la volée. Un trio de femmes imposantes en sort avec assurance, leurs silhouettes projetant de longues ombres dans la nuit. Le protagoniste, toujours dans son peignoir, regarde en silence, stupéfait, ses yeux écarquillés reflétant cette arrivée inattendue. Une silhouette dans l'ombre confirme l'identité du protagoniste comme étant Sakazaki Ryuto et l'informe qu'il est désormais la VIP la plus importante au monde. Elle le met en garde contre le danger qui le guette et s'engage à être ses gardes du corps exclusifs 24 heures sur 24. Restant à ses côtés à tout moment pour le protéger. Une silhouette dans l'ombre confirme l'identité du protagoniste comme étant Sakazaki Ryuto et révèle qu'il est désormais la VIP la plus importante au monde. Elles l'avertissent des dangers à venir et déclarent fermement qu'elles assureront sa protection exclusive 24 heures sur 24, sans jamais quitter son côté. Les rues de la ville brillent sous le ciel nocturne, éclairées par les phares et un hélicoptère en vol stationnaire, soulignant la gravité du moment. Une femme pleine d'assurance s'avance hors de l'ombre et se présente sous le nom de Tsukimisato Sayaka. Avec une expression calme et résolue, elle lui adresse une salutation formelle, marquant le début d'une alliance cruciale. Une femme sévère affronte quelqu'un, lui rappelant de rester silencieux et de bien se comporter dans cet endroit. En colère, elle montre l'écran d'un téléphone avec une publication virale, accusant la personne d'être exposée aux yeux du monde entier. La femme l'avertit des dangers de voir son identité révélée, lui demandant ce qu'il compte faire maintenant que les rumeurs se propagent. L'homme, choqué mais défiant, admet qu'il comprend les risques, puis, avec un enthousiasme débordant, il déclare qu'un monde rempli de femmes signifie que sa jeunesse perdue est enfin de retour. La femme s'emporte et le traite d'idiot, tandis qu'il tressaille de surprise. Calmement, elle lui explique qu'il ne saisit pas la gravité de sa situation et lui présente Tsukimisato comme son agent de protection masculin exclusif. Malgré ses protestations, elle déclare fermement qu'elle sera désormais son garde du corps. L'homme proteste bruyamment, refusant l'idée d'avoir un garde du corps, mais la femme reste ferme. Elle lui rappelle qu'en dehors du donjon, il n'est qu'un humain ordinaire, peu importe ses exploits héroïques. Elle lui présente Tsukimisato, une soldate spécialement entraînée qui le protégera 24 heures sur 24, l'avertissant de ne pas avoir d'idées bizarres malgré cette présence constante. Elle déclare hardiment qu'elle sera à ses côtés 24 heures sur 24, le laissant stupéfait. Il s'empresse de nier toute pensée déplacée, mais elle le rappelle à l'ordre en le taquinant, disant qu'il n'a pas du tout changé. Malgré ses protestations, la situation est scellée, sa protection sera constante et inflexible. Un homme élégamment vêtu arrive de manière inattendue, saluant chaleureusement Ryuto et le taquinant en disant qu'il est trop fort pour que le donjon puisse le gérer. Ryuto, pris de court, essaie de nier, mais l'air confiant de l'homme suggère qu'il en sait plus qu'il ne le laisse entendre. Lorsque l'homme lui tend la main, Ryuto feint l'ignorance et demande « C'est qui ?» L'homme insiste sur le fait qu'ils étaient des camarades ayant risqué leur vie ensemble,
exhortant Ryuto à ne pas l'oublier malgré les 20 années qui se sont écoulées. Ryuto bafouille, visiblement déstabilisé par cette affirmation audacieuse. Pendant ce temps, dans une scène de donjon tendu, un chevalier entouré de guerriers squelettes demande « Es-tu, Genma Shugen ?» L'homme élégamment vêtu révèle qu'il est membre de la Chambre des représentants, surprenant Ryuto par son rôle politique et son système immunitaire fort qui l'a aidé à survivre. La sœur de Ryuto confirme qu'ils font tous les deux partie du même parti politique, tandis que la tension monte lorsque Ryuto s'emporte. Refusant qu'on le traite d'idiot, leur échange houleux est interrompu par une voix calme qui les exhorte à arrêter. L'homme révèle nerveusement qu'ils sont mariés, ce qui provoque chez Ryuto un rire bruyant et incrédule. Ses expressions choquées montrent qu'il a du mal à assimiler cette révélation inattendue. Pendant ce temps, la femme se tient silencieuse, observant ce moment de tension se dérouler. Ryuto éclate d'un rire incrédule, ayant du mal à accepter la révélation selon laquelle ils sont mari et femme. Son expression passe de l'incrédulité à un aveu de lassitude lorsqu'il demande qu'on lui dise tout ce qu'il pourrait encore ignorer. L'homme lui rappelle calmement que 20 ans ont passé, insistant sur le poids de leur passé commun. L'homme révèle qu'ils ont un fils qui, heureusement, n'a pas contracté le virus, laissant deviner une situation familiale fragile. Il déplace ensuite le sujet en prenant des nouvelles de Rinka, tandis que la curiosité de Ryuto à l'égard de Yoriaki est prise en compte. La tension persiste alors que la question concernant Rinka reste en suspens. L'homme révèle solennellement que Rinka a disparu il y a 18 ans, la voix lourde du poids de ce temps perdu. Les yeux du protagoniste s'écarquillent sous le choc, peinant à assimiler cette terrible nouvelle. La femme et l'autre homme restent tendus, l'atmosphère étant chargée d'une douleur silencieuse. Le protagoniste a du mal à comprendre le sens de la disparition de Rinka et insiste pour obtenir des réponses. Les autres admettent qu'ils ignorent ce qui s'est passé, mais partagent des rumeurs selon lesquelles elle vivrait à l'étranger ou se remettrait secrètement d'une grave maladie. Malgré les spéculations, l'incertitude plane toujours lourdement. Le poids de l'absence se fait lourdement sentir alors que les ruines résonnent d'une vérité. Rinka a attendu fidèlement pendant de longues années, sans jamais quitter l'entrée du donjon où le protagoniste avait disparu. Cette révélation fait son chemin, éveillant un mélange de culpabilité et de tristesse dans les yeux de notre héros. L'homme en costume révèle que le monde entier croyait le protagoniste mort, et que sa survie a été gardée secrète pour éviter le chaos. Il explique comment l'héritage du héros a apporté la paix, inspirant même une nouvelle religion qui le vénère comme un dieu. Mais il avertit que révéler la vérité exigera une préparation minutieuse. L'homme en robe appelle à la patience, assurant au protagoniste que leur avenir sera soigneusement discuté ensemble, sans qu'il soit nécessaire de se précipiter. Pendant ce temps, deux autres personnes échangent des regards inquiets, se demandant si Rinka est partie sans un mot ou sans laisser de message. La tension persiste alors que l'incertitude plane autour de son départ soudain. Avant de disparaître, Rinka leur a confié une mission cruciale, prendre soin d'une jeune fille nommée Haruka. La scène se déplace vers une chambre d'hôpital où Haruka, entourée d'amis, sourit chaleureusement, laissant entrevoir l'importance de ce nouveau lien. Inquiets face au risque de sécurité et aux potentielles fuites d'informations à l'hôtel, ils informent le protagoniste de leur intention de le réinstaller dans une résidence spéciale préparée par le gouvernement. S'excusant pour la gêne occasionnée, la femme le rassure sur la nécessité de ce déménagement. Le protagoniste accepte la décision, promettant de ne plus s'éclipser en secret. La suspicion persiste lorsque le protagoniste se demande s'il peut vraiment faire confiance aux promesses faites, ce qui provoque un avertissement cinglant sur une potentielle trahison. Malgré la tension, le besoin d'une surveillance constante reste évident, une garde stricte de 24 heures lui étant imposée. La conversation prend un tour plus personnel, laissant présager la gêne que cette proximité forcée va installer entre eux. La femme admet nerveusement qu'elle devra peut-être rester proche de lui, mais insiste sur le fait que c'est purement professionnel, sa mission est d'assurer sa sécurité, rien de plus. Le premier rôle réagit avec une incrédulité taquine, lui demandant de ne pas dire de choses bizarres, tandis qu'elle souligne fermement qu'il n'y a aucune arrière-pensée derrière sa présence. Malgré ses assurances, il ne peut s'empêcher de se demander si c'est vraiment le cas. Avec un sourire en coin, le protagoniste accepte à contre-cœur cet arrangement inconfortable, masquant ses véritables pensées derrière une façade enjouée. Mais juste au moment où la tension retombe, le chaos éclate, une voiture s'écrase violemment dans les rues de la ville, brisant ce fragile calme. Soudain, un violent accident brise le calme de la rue lorsqu'une voiture se retourne sur le côté, percutant un autre véhicule. Le protagoniste, secoué et s'appuyant sur une table, se demande à haute voix s'il s'agit d'un tremblement de terre. Non loin de là, une voix retentit, criant d'alarme et attirant son attention.
Le chaos éclate alors que des gobelins envahissent les rues de la ville, attaquant des civils terrifiés qui hurlent à l'aide. Le protagoniste regarde avec effroi une femme se faire agresser, peinant à comprendre cette invasion soudaine, son incrédulité se transforme en panique lorsqu'il murmure « des gobelins ». Une mère terrifiée serre son enfant contre elle, hurlant désespérément alors qu'un gobelin menaçant, armé d'un couteau, s'avance vers eux. L'enfant appelle sa mère, tandis que la femme supplie la créature de ne pas s'approcher davantage. Le gobelin bondit en avant, intensifiant la panique dans cette rue déserte. Sans la moindre hésitation, le protagoniste frappe le gobelin d'un coup de pied puissant, le projetant en arrière sous la douleur. Son expression féroce montre sa détermination alors qu'il hurle aux autres de fuir rapidement. Le gobelin pousse un rugissement de douleur, visiblement pris de court par cette contre-attaque soudaine. Le protagoniste contre rapidement l'attaque d'un gobelin avec un coup de pied puissant, projetant la créature dans les airs. Il passe ensuite à l'action, esquivant de justesse le coup d'un autre gobelin. Dans un élan de force, il s'écrase contre une étagère à proximité, éparpillant des canettes et des bouteilles partout. Le protagoniste profite d'un moment de surprise, attrapant une canette en plein vol pour la lancer avec précision. Les yeux du gobelin s'écarquillent sous le choc alors que les canettes pleuvent autour de lui. Sans hésiter, notre héros fonce en avant, projetant violemment la créature contre la bordure du trottoir. Animé d'une farouche détermination, le protagoniste roue de coups le gobelin sans relâche, déclarant qu'il ne perdra contre personne en dehors du donjon. Il se vante de son passé brutal, ayant massacré d'innombrables ennemis chaque jour entre ces sombres murs. Pendant ce temps, une nouvelle menace imposante surgit à proximité, attirant l'attention d'un passant. Entouré de gobelins hargneux, le protagoniste admet calmement que prétendre avoir combattu une centaine d'ennemis était peut-être une exagération. Au moment même où il parle, les gobelins se ruent sur lui, le forçant à réagir rapidement. Malgré la menace imminente, il garde un sourire confiant, nullement déstabilisé par leur supériorité numérique. Le gobelin imposant s'élance en avant avec un sourire féroce et menaçant, prêt à frapper. Les yeux de notre héros s'écarquillent de stupeur lorsque les plus petits gobelins autour de lui sont soudainement pulvérisés, du sang giclant de toutes parts. Le bruit sec d'un coup de feu retentit, signalant une contre-attaque mortelle. Un tir précis et régulier retentit alors qu'une femme déterminée en costume vise avec son arme de poing, l'expression inébranlable. Plus bas, les gobelins chancellent sous le choc et la douleur, pris de court par cette attaque soudaine et précise. La tension monte d'un cran dans l'air alors que les monstres hurlent d'agonie, leur assaut étant momentanément stoppé. La femme enchaîne rapidement plusieurs tirs, éliminant plusieurs gobelins avec une précision chirurgicale. Alors qu'elle recharge son arme avec une habileté rodée, un gobelin se jette sur elle par derrière, mais elle réagit instantanément en lui assénant un puissant coup de pied pour le repousser. Son attitude calme mais féroce montre qu'elle est amplement capable de gérer cette attaque implacable. Avec une concentration sans faille, elle tire directement sur un gobelin qui charge, le souffle de l'explosion lui transperçant la poitrine dans une gerbe de sang. L'ennemi monstrueux s'effondre violemment, écrasé par la force pure de son attaque. Son regard acéré balaie le champ de bataille, imperturbable et prête pour la prochaine menace. D'un mouvement agile et rapide, elle repousse un gobelin d'un coup de pied tout en tirant simultanément une rafale de balles sur la horde qui avance. Le feu nourri transperce les ennemis, les forçant à reculer alors que le chaos éclate autour d'elle. Sa précision mortelle et la fluidité de ses mouvements maintiennent les gobelins sur la défensive, incapables de lancer une contre-attaque. Malgré de lourdes pertes, les gobelins survivants commencent à s'agiter, leur corps meurtri tremblant de douleur. Un chef blessé lutte pour se relever, la détermination brillant dans ses yeux alors qu'il jette un regard noir droit devant lui. Sa main griffue se crispe fermement, signalant que le combat est loin d'être terminé. Le protagoniste se tient fermement, agrippant un pistolet alors qu'une horde de gobelins hargneux les entoure, prêts à attaquer. Le véhicule renversé derrière les gobelins témoigne du chaos qui s'est produit, mais l'attention se concentre désormais sur l'affrontement imminent. Le paysage urbain se dessine en arrière-plan, encadrant ce face-à-face désespéré. Le protagoniste explique que les armes à feu conventionnelles et les armes modernes sont inefficaces contre ces monstres, à moins d'être imprégnés d'énergie spirituelle. Il se rappelle que c'était le cas il y a 20 ans, mais que depuis, l'humanité a progressé dans la recherche sur l'énergie spirituelle et a développé des méthodes pour riposter. Alors qu'il prépare son arme, la horde de gobelins se rapproche, prête au combat. Le protagoniste insiste sur le fait que les armes à feu conventionnelles et les armes modernes sont inutiles contre les gobelins, à moins d'être imprégné d'énergie spirituelle. Il se rappelle que c'était la réalité il y a 20 ans, mais que depuis, l'humanité n'a cessé de mener des recherches sur l'énergie spirituelle et a développé des méthodes pour contrer ces monstres. Alors que la horde de gobelins avance,
le protagoniste se prépare à utiliser ce nouveau pouvoir au combat. Avec une calme détermination, elle assure que ce niveau de menace est gérable, maniant avec assurance son arme imprégnée d'énergie spirituelle. Derrière elle, le protagoniste observe, prêt à lui emboîter le pas alors que la bataille se précise. Les monstres pullulent sans relâche, leur forme grotesque poussée par une force obscure, le seul espoir de l'humanité réside dans l'exploitation du pouvoir des esprits, une puissance qui se trouve exclusivement dans les profondeurs des donjons, à l'intérieur de ces labyrinthes. Les humains peuvent enfin tenir tête à ces créatures terrifiantes. Les armes modernes de l'humanité échouent face aux monstres à la surface, mais celles chargées d'énergie spirituelle conservent leur puissance, du moins temporairement. Pour continuer à se battre, de nouvelles armes doivent être récupérées dans les donjons ou y être renvoyées pour être rechargées, car l'énergie des esprits s'estompe inévitablement avec le temps. Malgré la menace incessante, l'humanité n'a jamais cessé ses recherches au cours des 2 dernières décennies. Elle a enfin percé le secret pour manier le pouvoir des esprits à la surface, permettant de combattre les monstres non seulement dans les donjons, mais aussi hors du sol. Cette avancée marque un nouveau chapitre dans la lutte pour la survie. Une frappe soudaine et précise transperce la poitrine du gobelin, provoquant l'écoulement d'une substance sombre et sinistre qui se tord comme une créature vivante. Les compagnons du gobelin hurlent de choc et de rage à l'effondrement de leur chef, l'attaque fendant leur rang avec une force mortelle. Le protagoniste observe avec émerveillement des lianes épineuses jaillir, transperçant les gobelins et les déchirant avec une force implacable. Il réalise que les balles doivent être chargées d'un pouvoir spirituel imprégné de plantes efficaces contre les monstres, inversant ainsi le cours du combat. Le protagoniste déclenche un barrage de balles imprégnées d'énergie spirituelle, faisant jaillir des lianes épineuses qui piègent les gobelins dans une douleur atroce. Alors que les monstres se tordent et hurlent, un gobelin se jette sur lui avec une arme en os, mais le héros contre promptement l'attaque d'un coup de pied puissant en criant son défi. La bataille s'intensifie tandis que les gobelins deviennent de plus en plus désespérés et furieux. Entouré par une horde implacable de gobelins, le protagoniste les nargue avec un sourire confiant, les mettant au défi de se souvenir de lui et d'oser l'affronter. Malgré leur nombre écrasant, il se moque de leurs efforts, reconnaissant leur assaut initial tout en soulignant son manque de réel impact. Les gobelins deviennent plus agressifs et chargent avec une farouche détermination. D'un claquement de doigts confiant, la femme sourit d'un air narquois et déclare « Augmentons les enjeux ». Cette action soudaine prend le protagoniste au dépourvu, ses yeux s'écarquillant de surprise alors que la horde de gobelins s'élance vers l'avant avec une férocité renouvelée. Soudain, le sol sous les gobelins se fissure et s'ouvre, engloutissant plusieurs d'entre eux dans un gouffre terrifiant. Le protagoniste regarde en état de choc, peinant à comprendre ce bouleversement soudain alors qu'une explosion retentit au loin, faisant trembler le paysage urbain. Un bulletin d'alerte générale avertit qu'une immense nuée de monstres envahit le centre de Tokyo, se propageant rapidement depuis le donjon de Shinjuku vers les quartiers environnants. Au milieu du chaos, un portail colossal et de mauvais augure déchire le paysage urbain, libérant une horde terrifiante de créatures monstrueuses. Le protagoniste, malmené et stupéfait, lutte pour assimiler la menace écrasante qui s'abat désormais sur la ville. Un bulletin d'alerte générale avertit le centre de Tokyo qu'une horde monstrueuse se propage rapidement depuis le donjon de Shinjuku vers les zones adjacentes. Les citoyens sont instamment priés d'évacuer vers le bâtiment solide le plus proche pour protéger leur vie. Le protagoniste, incrédule, réalise la gravité de la situation alors que des créatures terrifiantes se déversent à travers un portail massif et destructeur. Un bulletin d'alerte générale signale de toute urgence qu'une horde massive de monstres est apparue dans le centre de Tokyo, se propageant rapidement depuis le donjon de Shinjuku. Les citoyens ont pour instruction de s'évacuer vers le bâtiment solide le plus proche et de prendre toutes les précautions nécessaires pour survivre. Pendant ce temps, le protagoniste regarde sous le choc la nuée monstrueuse se déverser d'un portail colossal et crépitant, submergeant les rues dévastées de la ville. 2 démons monstrueux chargent férocement, leur rugissement faisant trembler le sol alors qu'ils lancent une attaque. Le protagoniste se prépare, luttant pour garder son équilibre face à leur force écrasante. Une voix l'avertit de toute urgence, lui révélant que ces créatures sont encore plus coriaces que les gobelins, ce qui accentue le danger de l'affrontement. Avec un rugissement féroce, le démon recule sous l'impact d'un coup de poing puissant, du sang et des débris volant partout alors que le protagoniste riposte de toutes ses forces. Au milieu du chaos, une femme déterminée pointe son arme et ordonne d'un ton pressant « S'il vous plaît, partez d'ici, tout de suite ». Le démon monstrueux traverse le mur en le fracassant, projetant des débris dans les airs tandis qu'une horde de créatures terrifiantes s'engouffre derrière lui. Au milieu du chaos, le protagoniste et la femme prennent la fuite désespérément pour se mettre à l'abri.
leur sentiment d'urgence étant évident alors que l'assaut implacable se rapproche. Le protagoniste est choqué d'apprendre que des portes de monstres sont réapparues à Tokyo, alors que la surface était censée être sûre. La femme explique que bien que les monstres aient disparu après la mort du roi démon, les portes ont recommencé à s'ouvrir il y a quelques années. Soudain, elle le presse désespérément de fuir alors que le danger se rapproche. Juste au moment où le protagoniste appelle désespérément Sayaka, une silhouette monstrueuse se jette sur lui par derrière. Réagissant promptement, il se retourne et assène un coup de pied puissant, frappant le démon avec une farouche détermination. L'impact envoie des ondes de choc dans l'air, montrant sa résolution à se battre malgré le danger écrasant. Le protagoniste grimaçait de douleur en s'effondrant, une épée enfoncée profondément dans son flanc, le sang s'accumule autour de lui, tachant sa chemise alors qu'il lutte pour rester conscient au milieu des décombres, ses yeux s'écarquillent de choc et d'incrédulité, prenant pleinement conscience de la gravité de sa blessure. Malgré la douleur cuisante de sa blessure à l'épée, le protagoniste refuse d'abandonner, serrant les dents et le poing avec détermination. Il déplore la cruelle ironie de risquer de mourir juste au moment où il était sur le point de s'échapper du donjon, puis, avec une farouche résolution et un cri sauvage, il déclare qu'il n'a pas encore atteint son objectif personnel avec Rinka, ce qui ravive sa volonté de survivre. Encerclé et submergé, le protagoniste est violemment saisi par derrière par un gobelin, un couteau pressé de manière menaçante contre son cou tandis que le sang éclabousse son corps meurtri. Malgré la situation désespérée, son esprit revoit brièvement le sourire moqueur de Rinka, ses paroles résonnant dans sa tête et allumant une lueur de résolution provocatrice au milieu du chaos. Un souvenir vif du sourire moqueur de Rinka défile devant ses yeux, ses paroles enjouées résonnant clairement, « Tu as envie de toucher mes seins, n'est-ce pas ?» Sa voix le met au défi, lui rappelant qu'il a encore une raison de continuer à se battre et de survivre. Bien qu'il soit submergé et sur le point de s'effondrer, les pensées du protagoniste se fixent sur les paroles moqueuses de Rinka, les seins. Un faible sourire de détermination apparaît alors qu'il se raccroche à cette motivation bizarre mais vitale. Pendant ce temps, l'image enjouée de Rinka persiste, lui rappelant l'objectif qu'il n'a toujours pas abandonné. Encerclé et submergé par les gobelins, le corps meurtri du protagoniste est pris en otage tandis qu'une lame se presse de manière menaçante contre son cou. Pourtant, son esprit se raccroche aux paroles moqueuses de Rinka, les seins, provoquant une faible mais cruciale lueur de détermination. Malgré la situation désespérée, il refuse d'abandonner, s'accrochant à la motivation étrange mais vitale qu'elle lui a donnée. Ces paroles moqueuses percent les ténèbres, le mettant au défi de tenir encore un peu. « Tu as envie de toucher mes seins, n'est-ce pas ?» lance-t-elle, lui rappelant que abandonner n'est pas une option. Cette motivation étrange mais vitale brille plus fort. Il ne peut pas mourir maintenant, pas avec un tel enjeu. Ses yeux s'ouvrent soudainement avec un élan de clarté et de résolution lorsque le sourire moqueur de Rinka envahit sa vision, rallumant l'étincelle dont il a désespérément besoin. Le souvenir de son défi enjoué traverse les ténèbres, le ramenant du bord du gouffre. « Rinka » s'écrie-t-il, poussé par la motivation étrange mais vitale qu'elle lui a donnée. Son sourire moqueur et ses paroles audacieuses percent les ténèbres, l'incitant à tenir bon. « Tu as envie de toucher mes seins, n'est-ce pas ?» lance-t-elle, lui rappelant que abandonner n'est pas une option. L'étincelle de détermination s'enflamme plus intensément. Il ne peut pas mourir maintenant, pas avec un tel enjeu. Une explosion massive éclate au cœur de la ville, projetant des ondes de choc et des débris dans toutes les directions. Cette force destructrice, baptisée « Bustlust Explosion », traverse les bâtiments et fracasse le paysage urbain avec une puissance écrasante. Au milieu des ruines, le protagoniste peine à se relever, entouré par la dévastation laissée dans le sillage de l'explosion. Ses yeux s'écarquillent de choc alors qu'il tente de réaliser la force écrasante qui vient de frapper. Tenant sa poitrine blessée, il s'interroge sur la nature de ce pouvoir terrifiant, désespéré de comprendre ce qui vient de se passer. Alors que la poussière retombe, une femme déterminée s'avance au milieu des décombres, son regard froid et inflexible. Le protagoniste, encore affaibli et au sol, lève les yeux sous le choc alors qu'elle presse une arme contre sa tête. Le paysage urbain en ruine derrière elle souligne la gravité de cette confrontation. Depuis un poste d'observation en hauteur, une femme seule se détache en silhouette sur le paysage urbain tentaculaire, sa présence étant à la fois calme et résolue. Sa voix brise le silence, avertissant le héros de ne pas méprendre ses intentions. La ville en contrebas semble inconsciente de la tempête qui couve entre eux, alors qu'elle se remémore le visage de celui qui a tué son père, une accusation qui pèse lourdement dans l'air. Avec un sourire narquois plein d'assurance, elle déclare que le combat est loin d'être terminé.
sa résolution restant inébranlable alors qu'elle se prépare à ce qui l'attend. La ville continue de respirer, indifférente aux tourments cachés au fond de ses rues, les lignes électriques s'entrecroisent au-dessus, une toile emmêlée qui reflète les destins complexes entrelacés en bas, la vie suit son cours, les voitures passent, les ombres s'allongent tandis que le paysage urbain silencieux garde farouchement ses secrets. Le héros se réveille lentement dans une pièce inconnue, la confusion embrumant son esprit alors qu'il s'interroge sur l'endroit où il se trouve, il examine sa main, tentant de rassembler ses derniers souvenirs, se rappelant qu'il a utilisé la magie avant que tout ne devienne noir, le calme silencieux de la pièce contraste nettement avec le tumulte qui persiste dans ses pensées. Le héros se réveille complètement, sa confusion grandissant lorsqu'il demande où il se trouve, Sayaka lui explique calmement qu'ils sont dans une planque sécurisée et entièrement insonorisée, puis, brisant la tension, elle lui demande si elle peut rester avec lui ce soir, le prenant totalement au dépourvu. Sayaka, rougissante mais résolue, se tient devant lui en lingerie délicate, les bras croisés, alors qu'elle insiste doucement sur le fait que rester avec lui ce soir fait simplement partie de son devoir.